France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. C'est la dernière de la semaine en ce vendredi. Soyez les bienvenus jusqu'à 18h avec une belle équipe aujourd'hui. Ça risque d'être animé à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Et c'est tant mieux avec jusqu'à 18h pour nous accompagner Tarek Mami, Sofiane Nagdari et Faiza Ben Mohamed. Et la question du jour aujourd'hui, l'Algérie, la politique de Gaïd Salah est-elle à la hauteur pour la transition constitutionnelle du pays? On en débat donc avec vous au 01 40 33 9000, bien entendu, au cours de cette émission, et avec Sofiane Nagdari, Tarek Mami et Faiza Ben Mohamed. De retour sur l'actualité de la semaine, bien sûr, l'élection européenne qui se profile à l'horizon, le quiz du LGF et bien entendu aussi, à ne pas louper tout à l'heure, eh bien notre week-end de la solidarité. On rappelle le parrainage de 250 enfants, c'est ce que nous nous sommes fixés pour la modique somme de 39 €. Avec 39 € par mois, vous nourrissez, vous scolarisez, vous soignez, vous habillez un enfant. 39 € par mois, c'est ce qu'il vous faut donc donner et participer. N'hésitez pas, ça correspond à 1,30 € et avec ça vous faites le bonheur d'un enfant dans 12 pays dans le monde avec Muslim Hands. 01 49 48 05 05, c'est le numéro de téléphone à composer. 01 49 48 05 05, www.muslimhands.fr. 04 91 112 112 du côté de Marseille et de sa région. N'oubliez pas, voilà, donnez tout au long de ce week-end. On compte sur vous, bien sûr, et j'espère que vous allez, eh bien, encore une fois, répondre, bien entendu, comme il se doit, à cet objectif que nous nous sommes fixés, celui de 250 parrainages. Nous en étions déjà à 25 depuis le lancement de cette opération. Allez-y, on continue, on compte sur vous et on fera le point tout à l'heure dans cette émission du Grand Forum, donc à partir de 17h30. Voilà, sur France Maghreb 2, bien sûr. 01 40 33 9000, ça c'est pour arriver jusque nous, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler, à participer comme d'habitude à cette émission sur France Maghreb 2, bien entendu. Avant de démarrer notre débat qui promet d'être houleux, je pense, avec donc Sofiane Nagdari, avec Tarek Mami et avec Faiza Ben Mohamed dans un instant. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Ramadan Karim wa kullu am wa antum bi khayr. D'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum jusque 16h avec Tarek Mami. Comment ça va, Tarek? Bonjour, c'est jusqu'à 18h, Christophe. Je sais que vous faites le Ramadan. Pourquoi j'ai dit quoi? Ah bah jusqu'à 16h. Ah oui. Je surveille. Et moi j'ai même pas entendu. C'est pire. Vous l'aurez à l'enregistrement, hein. C'est pas mal. Non, ça c'est les petites erreurs du Ramadan. Du Ramadan, c'est ça. En tout cas, voilà, jusque 18h, on est d'accord pour le grand forum, jusque 18h. Avec vous, 01 40 33 9000. Et aujourd'hui, on va débattre parce que voilà, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a quand même deux tendances, on a deux opinions qui diffèrent et on est capable de débattre avec chacun exposant ses arguments. Et vous, auditeurs, auditrices, France Maghreb 2, bien venir peut-être faire les arbitres en nous appelant 01 40 33 9000. En matière d'arbitre, j'en connais une très bien, qui sera là aussi pour nous accompagner le temps que je la contacte. Elle s'appelle Faiza Ben Mohamed. Bien sûr, depuis Nice. Vous savez qu'à Nice, ils mangent vachement tôt, hein, par rapport à nous. Ils ont de la chance. Comme Marseille, hein. Encore mieux que Marseille. C'est mieux que Marseille. Ah bah oui, encore mieux que Marseille, ouais, absolument. C'est la faute à Estrosi, hein. C'est ça, c'est la faute à Estrosi. Bon, on va parler d'Algérie. Sofiane Nagdari, comment ça va? Ça va, Christophe. Bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mon Sofiane. Mais j'ai appelé au téléphone. Oui, absolument. toujours actif. En tout cas, il se passe des choses et donc la question que l'on a posée. Alors, c'est une question à propos de Gaïd Salah parce qu'il fait l'objet de beaucoup d'attention, parmi les manifestations, parmi les observateurs. Ça nous aura pas échappé, c'est pas lui le président par intérim, hein, c'est Ben Salah, mais c'est pourtant lui, Gaïd Salah, qui revient dans toutes les conversations et dans tous les objets aujourd'hui de discussion. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il est justement un bon rempart, est-ce qu'il fait des bonnes choses pour assurer une espèce de transition constitutionnelle, parce qu'on se rappelle qu'il est revenu à la constitutionnalité pour cette transition en tout cas. Alors, je tiens à vous dire tout de suite que la majorité de nos auditeurs pensent que non. 19% seulement lui font confiance pour assurer une transition, une transition constitutionnelle. Pourtant, j'ai pas encore commencé à parler. Pourtant, vous n'avez pas encore commencé à parler, mais vous êtes, assez nombreux. Sofiane, ils sont assez nombreux aujourd'hui à, focaliser toutes les critiques en direction de Gaïd Salah. Est-ce que tu les comprends d'abord, ces critiques?
Non, déjà, moi, personnellement, pour personnifier le débat et parler de Gaïd Salah, c'est faux. En vérité, c'est ne pas connaître l'institution militaire algérienne. L'institution militaire algérienne, elle prend ses décisions de manière collégiale. Gaïd Salah n'est que le porte-parole. Et les gens aujourd'hui qui s'attaquent à Gaïd Salah, ils s'attaquaient pas à Gaïd Salah il y a 3 ou 4 semaines. Ils s'attaquent depuis qu'il a mis fin au leader de la mafia qui a dû gouverner dans ce pays durant 20 ans, à savoir Saïd Bouteflika, et savoir Général Toufik, qui est le patron du DRS, qui était surnommé Rabat Zahir, le patron de l'Algérie, le dieu de l'Algérie. Et aujourd'hui, on en a vu depuis certaines révélations qui ont circulé en vérité au niveau des tribunaux, etc. On a bien vu que beaucoup de partis politiques étaient dirigés en fait contre par Général Toufik, que ce soit des trotskistes ou jusqu'aux islamistes. Aujourd'hui, ils sont en train de se jeter la responsabilité pour chacun, celui qui était avec Saïd, celui qui est avec Toufik. Mais bref, après maintenant, on va essayer de parler quelle est la feuille de route qui a été proposée par l'armée. Ouais. Et pourquoi les gens s'opposent, pourquoi moi je la soutiens, et en face, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a rien du tout. Et on a un Hirak qui manifestait très bien, mais qui n'ont pas de représentativité, n'ont pas de feuille de route. On a des gens qui s'autoproclament porte-parole, mais qui poussent un peu en vérité à certains qui poussent au statu quo ou bien à l'anarchie, ou à sortir complètement du cadre constitutionnel vers une solution politique qui est compréhensible pour certains parce qu'elle a de bonnes fins, mais d'autres qui veulent absolument pas, soit de manière à réintroduire les anciens du régime, soit à l'anarchie et à aller dans la confrontation face à l'armée. La position de l'armée n'a jamais été pour des élections du 4 juillet, je tiens à le rappeler. L'armée, elle parle d'élections dans les plus brefs délais, c'est-à-dire qu'il y ait des conditions et qu'elle appelle au dialogue. Et pour cela, elle a commencé à couper la tête de tous les gens qui se sont opposés, qui faisaient partie du régime, à savoir Saïd Bouteflika et Toufik et la compagnie. Hier, on a vu une cinquantaine d'hommes, de hauts responsables qui sont passés par le tribunal de Sidi Mohamed et d'autres qui passent quotidiennement au tribunal militaire pour haute trahison et pour complot contre l'armée. Alors justement, oui, ça y va un peu dans tous les sens en ce moment. Est-ce que Tarek Mohamed, on peut parler de règlement de compte, parce que la plupart des personnes qui se retrouvent en prison, il y a quelques-unes qui posent question. Voilà. Et est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte peut-être avec Gaïd Salah, peut-être qui profite de cette situation pour régler des comptes avec des gens? Je pose la question. Hein. Alors la question est beaucoup plus compliquée que ça. Ah, ça j'imagine, oui. En fait, il faut revenir à la base. Est-ce que la démission, et là on va pas être d'accord avec mon ami Sofiane, est-ce que la démission de l'ancien président algérien Bouteflika a été une démission volontaire? Ou est-ce qu'elle... Hein? Non. Voilà, donc on est d'accord. Ou est-ce qu'elle a été une démission forcée? Forcée par le peuple et par l'armée. Non, mais je parle de l'armée, je parle pas du peuple. Le peuple, c'est légitime qu'il la demande et qu'il l'obtienne. Mais je parle de l'armée et de M. Gaïd Salah. Ou est-ce que ce n'est pas un coup d'État institutionnel qui a été fait par M. Gaïd Salah? Alors, pour deux choses. La première, c'est d'abord et surtout pour moi, et c'est mon raisonnement, pour préserver sa tête, parce qu'il est aussi dans le couffin que Taoufik, que tous les autres. Il a côtoyé Bouteflika depuis 20 ans. Il était pour le 5e mandat pour Bouteflika. On l'a jamais entendu dire le contraire. Et donc, il a compris qu'il fallait qu'il se sauve ou qu'il va être emporté par la vague. La deuxième chose, c'est qu'il a eu peut-être une intelligence politique supérieure à celle de Taoufik, de Saïd, parce que Saïd n'a aucun esprit politique. Je veux dire, il était là pour le pouvoir, il voulait garder le pouvoir, et donc il voulait envoyer un message pour le peuple, pour dire, moi, comme dirait De Gaulle et comme disait Ben Ali, et ça n'a pas bien marché pour Ben Ali, ni pour De Gaulle d'ailleurs, je vous ai compris. Et donc, les gens, et je comprends la position de Sofiane de l'époque, peut-être moins celle d'aujourd'hui, disaient, à partir du moment où ce monsieur va dans le sens des demandes de peuple, on va le soutenir. C'est ça le premier raisonnement. Il se trouve que ce raisonnement... On me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Non, mais dans l'absolu. Voilà. Vous aviez bien dit, vous et les autres, moi je disais que c'est très bien à partir du moment où il a été dans le sens, le bon sens du terme. Donc voilà. Mais on soutient l'armée. Voilà. Non, moi je soutiens pas moi je personnifie pas le problème. Vous essayez, Tarek ou d'autres auditeurs peut-être, ils veulent personnifier le sujet. Il se trouve que tout système est représenté par un homme. Non. Et on n'a jamais vu, contrairement à des États de coups d'État au Chili. Au Chili, les premières fois où Pinochet sortait. Ah, mais non, mais attendez, cher. Quand il s'installe. L'Algérie, c'est spécial, Tarek. Non, mais toujours. Non, mais quand Pinochet sortait les premières fois, il y avait Pinochet et 15 généraux derrière. Non, mais. Et là, excuse-moi, Christophe. Et là, le message est clair, c'est toute l'armée qui est derrière Pinochet. En Algérie, ils se réunissent peut-être à 15, on ne sait pas, ou à 30 ou à 200, mais on ne voit qu'un
qui tous les mercredis nous faisait le discours du mercredi. Et donc c'est pour ça que les gens personnifient et c'est pour les gens qui identifient. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a deux déraisonnables, deux choses déraisonnables qui se passent en Algérie. La première chose déraisonnable, c'est que tous ceux qui ont pris une politique et une position politique qui ne partagent pas Gaïd sont considérés comme la traître à la nation. Non, pas du tout. Attendez, si. Non. Non, mais on parlera. Moi, j'ai parlé de trois. Oui, on parlera de Tliba tout à l'heure, si vous permettez, et tout ça. Même si vous voulez pas, même voilà. Saïdani, tout voilà. Et la deuxième chose qui est grave pour moi, c'est que dans un pays en voie de démocratisation, voir la justice militaire débarquer pour faire les comptes, pour moi, c'est grave, c'est non. Que la justice civile prenne en dossier et qu'une fois que la justice civile aurait décidé de mettre en examen des gens pour trahison, et on se pose la question si juridiquement. Par exemple, l'initiative, et j'en termine là. Oui, non, mais je termine avec un détail. Le fait d'annoncer à l'avance que Taoufik et Tartak, les deux généraux, les deux colonels, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme grade, de généraux, se présenteront au tribunal avec le droit de porter la tenue militaire, mais sans le grade. Est-ce qu'on dégrade quelqu'un avant de l'avoir condamné? C'est ça les dérives. Si, c'est comme ça. Toufir, il était à la retraite, il l'a ramené, il est à la retraite depuis 2015, il a été oui, mais le procureur et le juge, on les a vus en civil monter les escaliers. Non, il a été dit par ces gens-là. Enfin, dit un peu maintenant, si on suit la presse, maintenant, moi qui a dit? Qui a dit? C'est la presse qui a dit? C'est les sources judiciaires. Moi j'ai pas entendu, c'est la première fois que j'entends ça. Moi je vous le dis, je voulais envoyer. Donc, en clair, vous pouvez répondre. Ça, c'est du détail. Non, c'est pas des détails. Ce qui est grave, c'est que dans une marche démocratique, alors, par contre, ce qui est légitime, Christophe et Soufiane, c'est que dans toutes les révolutions, quand la marche de la machine se met en place, il n'y a plus de règles du jeu. Non, il y a les règles du jeu. Moi, je réponds juste à deux choses. Alors, Sofiane. Voilà. Moi, premièrement, en parlant de coup d'État, pourquoi Gaïd Salah n'a pas bougé avant le 22 février? On a bien vu que Gaïd Salah, après plusieurs semaines, avec des millions d'Algériens dans la rue, quand il a demandé l'application, il a demandé, il n'a pas ordonné, il a demandé l'application de l'article 102 par la Constitution qui était présidée par Taïb Blaise, qui a été démis de ses fonctions, qui a démissionné. On parle de coup d'État. Alors, imaginez un instant que l'armée ou Gaïd Salah puisse agir avant 2014 ou 2015 ou 2016. Qu'est-ce qu'on aurait dit? La presse internationale. Et du coup, on aurait eu une Algérie sous le feu du projecteur comme étant une junte militaire qui a pris le pouvoir. Est-ce que Gaïd Salah était d'accord avec Ben Ali, j'allais dire, pour faire les choses simples? Est-ce qu'il était d'accord avec Bouteflika? Nous, mais bien sûr qu'il a été nommé par Bouteflika pendant 15 ans. Mais il pouvait pas agir, on sait pas, on peut pas. On sait quelque chose, on sait une chose. Moi, je m'arrête sur des faits. Moi, je vois que Gaïd Salah a utilisé le clan présidentiel qui sont Saïd Bouteflika afin de destituer le général Taoufik, avec lequel il a de très mauvaises relations en 2015. Et avec ça, il a fait un nettoyage comme pas possible au sein de l'armée. On avait des généraux qui ont été emprisonnés, on a vu des généraux qui ont été traduits en justice. Le général Chentouf, le général Ben Ali, le général Menned, etc., le général Ben Hadid qui est aujourd'hui en prison, etc. Maintenant, deuxième chose, quand on parle de tribunal militaire, il y a deux choses. Il y a des gens qui vont à Blida, pour les auditeurs, que c'est un tribunal militaire, et ils ont été poursuivis pour haute trahison et pour complot contre l'État, contre le peuple. Et deuxième chose. C'est quoi le complot? Le complot, ils ont parlé d'une réunion qui s'est déroulée le 27 mars, avec général Taoufik qui est à la retraite, le général Tartak, Saïd Bouteflika qui n'est que le conseiller, mais qui s'est autorisé, qui est en vérité la force anticonstitutionnelle en dehors de la Constitution, et d'autres hommes politiques. Parmi eux, Louisa Hannoun, qui a démenti le premier jour quand elle a été traduite devant le tribunal militaire. Elle a dit, moi j'ai rencontré que Saïd Bouteflika seul. Et il y a 2 jours, elle ressort, son avocat qui est Moukhanan El-Arbi, qui était l'ancien porte-parole de la campagne électorale de M. Guidiri, le général Guidiri, et là on ouvre une petite parenthèse qui était financée par Arbaram. On commence un peu à voir un peu le puzzle, on commence un peu. Et Moukhanan El-Arbi dit clairement que Louisa Hannoun reconnaît avoir rencontré ces 3 responsables avec d'autres hommes politiques et d'autres hommes des médias. Et eux, ils sont jugés au niveau du tribunal militaire. Pourquoi ils voulaient, en vérité, la feuille de route? Et on a 2 témoignages. On a le témoignage. On peut rappeler la date de la démission? Le 2 mai. D'accord. Et la rencontre a eu le 27 mars. D'accord. Et il a menacé. Retenez ces 2 dates, chers auditeurs, le 27 mars et le 2 mai. Alors, du coup, on a 2... Et je vous explique tout à l'heure pourquoi. Et on a 2 témoignages. On a le témoignage de l'ancien président Yamin Zarouane, qui a parlé d'une rencontre
avec monsieur Toufik, avec une feuille de route. C'était 24 heures après qui a publié ça dans un journal qui est le Khabar, qui appartient à monsieur Rabrab. Et il dit clairement qu'il a rencontré monsieur Toufik, qui lui a proposé une proposition faite par monsieur Saïd Bouteflika de présider une période de transition. Et il fallait dégommer Gaïd Salah et nommer Saïd El Bey, qui est en prison aujourd'hui. Et un deuxième témoignage qui est venu de Khal Nazar. Khal Nazar qui a parlé de deux rencontres, une rencontre directe et une téléphonique avec Saïd Bouteflika, une au 7 mars et une le 27 ou le 30 mars plutôt, par téléphone, où il parlait d'une possibilité de déclencher l'état de siège ou l'état d'exception, l'état d'urgence ou l'état de siège, et en même temps dégommer le général Gaïd Salah, parce qu'en vérité, il n'est pas allé dans leur sens, c'est-à-dire de réprimer la population, comme ça a été fait dans les années 90. Gaïd Salah, pourquoi aujourd'hui on attaque, alors qu'on disait il y a quelques semaines au début du Hirak, Khawa, on est frère avec le Djish. Et aujourd'hui on s'attaque à lui. Pourquoi? Parce qu'il a dégommé les hauts responsables qui étaient derrière un coup d'État contre la révolution qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Alors, Tarek Pamir, vous répondiez, on va parler quand même de ce vide constitutionnel. Est-ce qu'il représente une certaine dangerosité quand même? On n'est pas encore là, mais on risque d'y arriver quand même. On n'est pas d'accord déjà sur le fait. Alors maintenant pour les solutions, j'imagine qu'il y a beaucoup de divergences. Donc on serait à pareil le 4, en fait après 3 mois, 2 mai, 2 juin, alors 2 mai il est parti, 2 juin, 2 juillet, le 2 août on serait dans un vide constitutionnel. Non, même pas. Il y aura pas de vide constitutionnel parce que la Constitution permet. Non, il y aura pas. Moi je pense à 99%, il y aura pas d'élection le 4 juillet, même l'armée ne veut pas. Ça, c'est la feuille de route qui a été présentée par Gaïd. Oui, mais alors il n'y a pas d'élection, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, la Constitution permet à Ben Salah d'être encore une fois 3 mois, prolongé de 3 mois pour préparer les élections. D'accord. Et on se dirige, moi je pense, des élections octobre. 31 octobre pour que la fête nationale soit le 1er novembre. Ce qui serait plus logique entre nous, hein, en vérité. Mais là, la divergence, elle est là. Aujourd'hui, le combat, il est là. Mais on ne le dit pas de manière claire et c'est pour cette raison que les gens s'attaquent à Gaïd Salah. Gaïd Salah veut que l'Algérie reste au sein de la Constitution, avec tous les défauts qu'elle a cette Constitution. Et on n'est pas seul dans ce monde. Il y a eu les Allemands, il y a eu les Turcs, il y a eu d'autres nations ils ont gardé leur Constitution pour faire une transition. Ouais, mais sauf qu'on n'a jamais respecté la Constitution d'Algérie. Mais pour le moment, sur le plan international, tu es obligé de l'accepter telle qu'elle est, avec tous les défauts qu'elle a. Avec cette Constitution, pour qu'on soit pas hors la loi, qu'on soit pas en dehors de la loi, qu'on soit pas un sujet, un pays où il y a plusieurs pressions internationales qui vont venir et qui vont mettre leur nez. C'est pourquoi. Expliquez-moi juste un instant pourquoi les pays étrangers aujourd'hui n'interviennent pas dans la cause interne en Algérie. Et non pour la simple unique raison, parce qu'elle est dans le règle de la Constitution. L'armée défend la Constitution. Mais même s'ils étaient hors Constitution, je vois pas pourquoi des pays étrangers viendraient intervenir dans un pays. Comme on a vu en Tunisie, comme on a vu au Maroc, comme on a vu en Égypte, comme on a vu au Soudan, comme on a vu les interventions internationales, ils sont déjà là, et on donne leur point de vue. Oui, non, mais on donne. Alors, Sofiane Tarek, auditrice aussi à Gaïd Salah, qui commence à remettre les intérêts français en jeu. Est-ce qu'on est en direction d'une crise diplomatique? C'est toutes ces questions aussi que l'on va tenter de répondre dans un instant avec vous. Appel au 01 40 33 9. Vous allez répondre, Tarek. Vous inquiétez pas, je répondrai. Vous restez sur voilà, Gaïd Salah, du petit date. À l'enfant. Oui, non, mais je vais rester sur Gaïd Salah, ses enfants et leur propriété, et le détournement de l'argent, Monsieur Kliba et tout le reste, parce que je veux dire, quand on veut nettoyer, on nettoie, et puis. Ça, c'est le discours qui a été tenu par le général Hamel quand ils ont arrêté. Attendez. 700 kilos de cocaïne. Est-ce que les enfants Mais il n'est pas en dehors de la loi, monsieur Tarek. Mais bien sûr, demain, on a un président qui sera démocratiquement élu. Oui. Il va avoir un nouveau chef d'état-major et vous pouvez déposer plainte et les gens vont se l'attaquer. Mais il y a un auditeur qui avait répondu à tout cela. Il avait dit, Gaïd Salah est en train de balayer. Mais pourquoi on s'arrêtera le jour où il faudra. Exactement. Voilà, c'est tout. Mais je comprends pas, moi. Donc vous devriez être d'accord. La corruption, elle était généralisée en Algérie. Il y a personne qui est blanc comme neige. Il y a aucun. Personne n'est propre. Personne n'est propre. Dans tout le système algérien aujourd'hui. Même, vous allez dans des écoles privées, dans des petits domaines, je sais pas, un directeur d'un centre de santé, il était corrompu. Ouais. Il donnait des marchés de gré à gré. Le club d'épargne, vous avez vu tout, un peu? Pas seulement le général. Il est vide en ce moment, Melzi, etc. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de... Pourquoi il s'attaque à Gaïd Salah? Oui, mais ce que dit Tarek Mami et quelques-uns, c'est que les copains de Gaïd Salah ne sont pas ennuyés. Pourquoi, pour le moment, il s'est attaqué à qui maintenant? Il s'est attaqué à des généraux qui voulaient faire un coup d'État.
Et ici, il y a le général Belhadid, il y a le général Bey qui sont en prison, pas seulement des civils, hein. Et on a au tribunal de Sidi Mohamed qui est un tribunal civil et n'est pas un tribunal militaire comme disait Tarek. Il y a un tribunal civil. Et où on a changé hier le procureur général. On a ramené un Zegmati qui était le procureur qui avait... Il avait eu quelques problèmes, lui, je crois. Hein. Zegmati, c'est lui qui avait déclenché l'état, comment s'appelle, pour Interpol, l'arrestation de Shekib Khalil et de sa famille. Et qui a enquêté sur l'affaire de cocaïne du fils d'Otay Belaiz, et il a été démis de ses fonctions par le président. Et le voici de retour. Et là, il est de retour 24 heures. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, Christophe? Il a demandé à ouvrir une enquête par le Bab Jdid, d'ouvrir une enquête sur les signatures qui ont été faites, 5 ou 6 millions qui ont été ramenés pour la candidature de Bouteflika. Et il a demandé à écouter Sellel et Za'lan dans les plus brefs délais par la gendarmerie nationale. C'est-à-dire, le gouvernement de Bedoui, il est out. Parce que Bedoui était ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, on aura des Wali, des hommes d'affaires qui vont tomber encore avec cette affaire, en plus de l'affaire de 60 personnes. Il y aura cette place dans les prisons algériennes. Les gens disaient, on va les emprisonner, guerre. À tout de suite, 0 à 40 33 9000. Venez nous donner votre avis aussi en direct sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et Sofiane Lakdari. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Sofiane Lakdari, Tarek Mami aujourd'hui, et le débat est d'ores et déjà bien lancé. On était en train de parler de Gaët Salah, qui a quand même un gros pouvoir. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en antenne. Il a un plus gros pouvoir que le président par intérim aujourd'hui. Il est le pouvoir. Il est le pouvoir. Il représente le pouvoir. Oui. Il est l'autorité. Alors Gaët Salah, faut-il lui faire confiance pour assurer une transition constitutionnelle? Vous êtes que 19% à dire oui sur Facebook. France Maghreb 2, en grande majorité effectivement à dire non. Alors quand on a dit ça, une fois dit cela, que Gaët Salah, effectivement, alors est-ce qu'on est tous d'accord que Gaët Salah a retourné sa veste? Ah oui. Le 22 février, la population, beaucoup de gens sont sortis dans la rue, l'armée a décidé de soutenir la population et de faire le ménage. C'est grâce à ça qu'on a d'ailleurs obtenu des manifestations monstres, parce que si l'armée Tarek Mami n'avait pas voulu de ces manifestations, elles n'auraient pas eu lieu. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, Christophe, nous vivons des périodes historiques à l'échelle des réseaux sociaux, de l'information et tout ça, aucune armée ne peut plus, même dans un pays de dictateurs et du tiers-monde, tirer sur la foule. C'est-à-dire, on l'a vu au Soudan, je sais pas s'il y a eu 100 morts ou 150 morts. On tire à balles réelles, hein, non, mais ce qui est ridicule, entre guillemets, et que je m'excuse pour les personnes qui sont mortes et pour leur famille, mais j'allais dire, nous ne sommes plus dans la répression des années 1930 ou 1950 ou 1960. Et tout à son honneur sur l'armée algérienne, tout à son honneur. Avec une exception, que le nombre de morts quand même sous le général Sissi, une fois qu'il a pris le pouvoir, ça a été atroce, et lui, il cumulait tout, donc le poste de général de l'armée, le poste de président de la République, là, il vient de changer démocratiquement la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'au 1930, ses adversaires, ils disent en fait, c'est jusqu'à 34. Est-ce que je peux commenter sur sur l'exemple égyptien? Ça n'a rien à voir avec l'exemple égyptien. L'Égypte, elle a été le maréchal Tantawi qui était à l'époque. C'est à l'époque comme Gaët Salah. Tantawi, c'est lui qui a poussé Moubarak à partir. Et c'est a imposé une transition de 11 mois, c'est-à-dire en dehors de la Constitution. On a eu des élections présidentielles. Morsi, face à qui? Face à Ahmed Shafir, qui était le dernier premier ministre égyptien. C'est-à-dire, demain, on aura Ahmed Ouyahia au deuxième tour. Avec la transition que prévoit... pas en prison. Mais non, mais les gens qui demandent une transition en dehors de la Constitution... Oui, mais comparaison n'est pas raison. Excusez-moi. Qui vous dit que Ouyahia va se présenter? Non, mais je donne un exemple. Le dernier premier ministre du temps de Moubarak... Non, comment ça? Ça veut rien dire. Si Ouyahia ne se présente pas à une élection, vous pouvez pas... Ouyahia, à sa place, elle est à Al-Harrach, en prison. Comment il va se présenter? Gaët Salah, c'est bon. Non, c'est un exemple que Sofiane Lakdari. Je donne un exemple. Pourquoi? Comment mauvais exemple? Toi, tu es en train de comparer Gaët Salah à Sissi. Je te dis que ça n'a rien à voir. Non, mais vous n'avez rien compris. Ah. Je dis. Les auditeurs jugeront. Tout à fait. J'ai dit que Gaët Salah a fait de manière à ne pas se retrouver dans la situation de Sissi. Sissi, c'est pas. Mais bref, après. Voilà. Donc, c'est pas Sissi. Je ne compare pas tous les deux. Mais là, voilà. On est dans une époque, il y avait Tantawi à l'époque, et il a été démis de ses fonctions par Morsi, et Morsi qui est lui qui a nommé Sissi, et qui s'est retourné contre lui au bout de 1 an. C'est ça la politique. Zoubir est avec nous, 01 40 33 9000, il nous appelle de Metz. Bonsoir Zoubir. Bonsoir. Est-ce qu'il est encore là? Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe, et je salue le monsieur Sofiane qui ramène toujours plus d'éclaircissement par rapport à la situation qui est actuellement en Algérie. Et je voulais dire aussi par rapport au professeur Tarek
que de temps en temps, il est toujours à faire des comparaisons entre le mouvement algérien et que tout ce qui s'est passé au niveau de la Tunisie et de l'Égypte. Il faut dire aussi que il n'y avait jamais que des manifs. Moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai assisté à pas mal de manifs. Dans la dernière que j'ai vécue, c'est celle de 2001, où il y avait 2 millions aussi à Alger. Et qu'il y avait aussi les militaires qui sont vraiment sortis, que actuellement qu'on voit, malgré que ce qu'on parle de Gaïd Salah. Oui, Gaïd Salah, c'est pas quelqu'un de propre. Après, ça reste un avis personnel. C'est pas quelqu'un de propre, c'est quelqu'un qui a dans l'histoire, il a participé à l'élection de Bouteflika, sachant que Bouteflika, il était boycotté par tous les Algériens, parce que sachant que les gens là qui a été parlant de Aït Ahmed, Allah yarhamou, tout ce qui était avec eux, Hamarouch, Talb el-Ibrahimi, qui ont boycotté à la dernière minute le scrutin, c'est-à-dire les élections de 2019, et malgré ça, elle a été élue avec tout le boycott de tous les Algériens, ceux qui se sont prononcés pour le boycott, et les gens qui se sont vraiment désistés d'eux-mêmes, qui veulent pas, qui donnaient pas d'importance à ces élections. Oui. Moi, Zoubeir, juste une petite note. En 2014, lors du quatrième mandat de Bouteflika, le général Toufik était toujours présent. Oui, et je voulais aussi parler de général Toufik, parce que quand on dit que Gaïd Salah, il a vraiment condamné, c'est-à-dire il voulait condamner et mettre en prison le Toufik. Moi, je vous dis une information, ça se trouve le truc, sachant que Toufik, le général Toufik, il est toujours pour le sang dans l'Algérie. Tout à fait. C'est quelqu'un qui a toujours, et moi je vous dis un communiqué qui, pendant les événements qui a été, c'est-à-dire remontant des années 90, tout ce que le général Toufik, quand il était, avant qu'il soit soi-disant à la retraite, quand il était en fonction, il disait dans un communiqué qu'il est prêt à sacrifier 3 millions d'Algériens pour sauvegarder toujours le pouvoir. Merci Zoubeir en tout cas pour votre appel. Mais est-ce que Zoubeir il est pour une solution en dehors de la Constitution ou pour la Constitution? Solution, malgré Gaïd Salah, il a les différences, mais quelqu'un qui accompagne pour vraiment élire, c'est-à-dire que le peuple, et je remercie, je donne un grand chapeau au peuple algérien, qui est toujours là, que malgré toutes les semaines que les gens ils disent le mouvement il va être, c'est-à-dire, il va arriver vous visez Tarek Mami là. Vous visez Tarek Mami, il a dit que ça va s'essouffler au cours du deuxième vendredi du Ramadan. Tarek, vous l'avez dit ça. Ah non, oui, moi je vous dis juste pour la dernière manifestation, la sortie de la semaine de Ramadan là, des étudiants, il y a toute une énergie, il y a de l'énergie et il y a des gens qui sont prêts à rester vraiment je sais pas jusqu'à quand, mais ils sont déterminés à ne pas lâcher Merci Zoubeir, en tout cas, ces images magnifiques d'ailleurs, vendredi dernier. Mardi pour les étudiants. Ouais, il y a mardi, même vendredi, il y avait des tables, de gens qui avaient organisé comme ça pour couper le jeûne, justement. C'était magnifique, c'était des kilomètres de tables comme ça, de bouffe, enfin, c'était incroyable. Et alors, le Gaïd Salah qui commence à toucher et commence à remettre en cause les intérêts français. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une crise diplomatique? Et franchement, Tarek Mami, le président Macron est un peu quand même dans l'embarras avec cette histoire, non? Non, mais il doit être, oui, il est dans l'embarras, mais j'allais dire, c'est normal que le peuple algérien ou que les représentants du peuple algérien, entre guillemets, représentants aujourd'hui, défendent leur intérêt à eux et pas l'intérêt de la France. Je veux dire, moi, je suis toujours surpris que quelqu'un vienne me dire, les Américains en Iran, ils disent, les Iraniens veulent résister, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est l'agresseur ou l'agressé? C'est-à-dire, le Iranien est chez lui, le Yéménite, pour moi, le Houthi est chez lui, l'Algérien est chez lui, et c'est celui qui vient de l'extérieur pour vouloir donner de leçons alors qu'on est en 2019, en se croyant encore au 19e siècle, qui a tort. Et donc, si les Algériens, autorités au peuple, décident que leur avenir n'est pas entre les mains de la France, ben, leur avenir n'est pas entre les mains de la France. Et si la France prend ça mal, ben, elle apprendra pas ça mal. C'est normal. Je veux dire, si demain, je sais pas moi, quel pays qui a l'uranium, et que la France va lui dire, je te prends ton uranium presque gratuitement, parce que monsieur XY exploite chez vous, et que ce pays dit stop, je
ne donne plus, ben la France n'a pas à être fâchée. Elle achète le truc au prix du marché. Si le pétrole algérien... On sait pertinemment que ces puissances néocolonialistes, si vous voulez le terme, ont détruit des pays parce qu'ils se sont opposés. Oui, tout le monde se souvient de Saddam Hussein. Voilà, mais ils ont les moyens. Voilà. Et on sait pertinemment qu'ils s'appuient, dans la majorité des cas, sur des traîtres. Oui. Aujourd'hui, en Algérie, on a des traîtres qui ont dirigé le pays. Quand vous avez un gars comme M. Bouchouereb, où on fait des articles aujourd'hui en France et avant, comme quoi que c'est de l'homme de la France ou qu'il a dilapidé en vérité l'économie algérienne. Déjà, il n'y avait pas d'économie. Il a dilapidé ce qui restait. Ça pose des problèmes. On sait pertinemment qu'il s'appuie sur des gens. Ces gens-là, comment ils ont méprisé le peuple s'ils n'étaient pas protégés par des puissances et par la France en particulier? Il paraît qu'on a même appris que Mme Louise Hanoun était titulaire d'un appartement dans le 16e et d'une carte de séjour de 10 ans. Oui. Bon, à quel titre? Ah bon? Oui, une carte de séjour de 10 ans, cher Christophe. Comme quoi, vous voyez, je suis pas que contre Gaïd, je peux être aussi contre. Vous ne comprenez pas qu'un homme politique d'un pays dispose, alors qu'il ne vit pas en France, d'une carte de séjour de 10 ans, qu'elle dispose à la limite d'un visa à vie. On va dire, bon, c'est des hommes politiques, ils viennent, ils font leur meeting, c'est compréhensible. Qu'elle dispose qu'elle dispose d'un appartement, c'est déjà un peu plus contestable, parce que vous vivez dans un pays, il y a pas beaucoup de, il y a que la classe, la classe des boîtes de nuit en France qui est propriétaire de maisons au Maroc et à Marrakech. Ils sont pas propriétaires en Tunisie, ils sont pas propriétaires en Algérie. Donc, mais que fait Madame Hanoun avec une maison ici en France? Moi, je m'en fous en vérité. Ce qui me dérange le plus, c'est important, parce que pour qu'elle ait une maison, il faut qu'elle ait assez de recettes dans son salaire, et il faut surtout que cet argent sorte par la banque centrale. Peut-être ça donne une explication. On a 1000 personnalités politiques aujourd'hui françaises qui ont fait une pétition pour demander la libération de Hanoun. Non, mais et que cet argent, et que cet argent sorte par la banque centrale algérienne parce que même une autre info pour Gaïed, qu'est-ce qu'il a fait? Tous les directeurs généraux des banques algériennes ils leur ont retiré le passeport. Personne ne peut sortir et personne ne peut quitter. En plus des 200 ou 300 hommes d'affaires en Algérie ou en l'ISTN, l'interdiction de sortie du territoire national. Alors, pour vous dire, il s'attaque pas à Toufik ou à Hanoun, il s'attaque aujourd'hui à la mafia, la nomenclatura, qui a dilapidé les richesses du pays. Et qui demande des explications près devant un tribunal qui va être activé. Voilà, la question. Mais là, moi, le sujet qui me concerne en vérité, c'est pas, ces interdictions, malgré que tous les spécialistes vous disent que si vous voulez une transition paisible et calme, il faut qu'il n'y ait plus d'argent sale. Oui. Il faut plus qu'il y ait des hommes de cette ampleur qui sont très puissants. On sait, il y a certains médias qui sont des propriétaires. Au fait, Christophe, je saute de coq à l'âne parce que j'ai lu la dépêche tout à l'heure, je l'ai pas entendu dans nos journaux ni dans nos débats. Il y a le Conseil constitutionnel aujourd'hui français qui a validé les procédures pénales contre le président Sarkozy. Ça vient de tomber, il y a à peu près une heure. Et donc, M. Sarkozy, qui est avocat, qui a utilisé toutes les ficelles, c'est pour revenir à ces hommes-là. Donc, dans tous les pays, il y a des hommes qui commettent des détournements de fonds. Et il est légitime que dans leur pays, on les poursuit jusqu'au bout. Moi, je voulais donner un peu ma position, Christophe, si tu permets, entre pourquoi je suis pour la décision de l'armée, à savoir des élections, pas le 4 juillet, on sait pertinemment qu'il n'y aura pas d'élection le 4 juillet. Mais la finalité de la transition, mais ça va être fait. Jamais l'armée n'a parlé du 4 juillet. L'armée, elle parle des élections dans les plus brefs délais. C'est le terme qu'il utilise. Et c'est Ben Salah qui a parlé du 4 juillet. Moi, pourquoi je suis pour une transition avec une élection d'un président et non pas une transition avec une constituante? À l'exemple tunisien ou égyptien ou soudanais aujourd'hui. Je veux une élection présidentielle pour qu'il y ait un homme fort qui arrive et qui arrive avec une feuille de route bien précise et qui aura des comptes à donner à la population qui continuera à manifester. Si on part vers une constituante, c'est-à-dire on sort de la Constitution, et qui va composer cette constituante? Sur quelles règles on va composer? Qui va nommer, qui va refuser la nomination? C'est-à-dire on est en train de pousser l'armée. On dit que l'armée elle doit être dans la caserne, mais en vérité on pousse l'armée durant cette période de transition avec la constitution d'être le centre des jeux et le centre de toutes les critiques de toute la population. Alors Khaled est avec nous, pardon. Khaled, bonsoir. Khaled. Oui, c'est Khaled, c'est ça? Ah, c'est clair. Bon, vous nous appelez d'où? Khaled, Orléans. Orléans, on vous écoute. C'est clair. C'est ce que je veux dire, je sais pas, j'ai envie de savoir, on va parler d'un autre sujet. Qu'est-ce que je veux dire, je sais pas, j'ai entendu vite fait, là, c'est quoi le délire, je sais pas, les journalistes par rapport à, je sais pas, j'ai à peine entendu, j'ai pas eu le temps, ils sont des journalistes français par rapport au paquebot du Yémen, là, tu sais, pour les armes. Ouais,
ils ont inculpé des journalistes. Non, j'ai pas compris, de ta question. S'il te plaît, en français. Je sais pas, j'ai eu l'impression que j'ai entendu à la radio ce matin comment les Français ont inculpé des journalistes par rapport à comment, parce qu'il y avait un paquebot pour l'Arabie Saoudite. Laissez-moi 5 minutes, je reviens vers vous. Voilà. Ouais, laissez-moi 5 minutes, je reviens vers vous. Voilà, en clair, il va aller à la pêche aux infos. Voilà. Merci, oui, parce que j'avais pas cette info, donc je vérifie, je reviens. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais oui, je crois que c'est rien de bien grave en tout cas. 01 40 33 9000. Si on venait à arrêter des journalistes parce qu'ils ont publié un papier sur la livraison des armes au Yémen. Dans quel pays? En France. Compris, moi. En France, on n'a pas arrêté de journalistes pour ça, mais non. Non, mais on a arrêté quand même un grand journaliste, un notre ami Soufiane, parmi les Gilets jaunes, il y a quelques jours, parce que dans une manifestation de samedi, il est resté 48 heures, 24 heures ou 48 heures en garde à vue. Je suis un petit peu déconnecté avec les Gilets jaunes. Ah ben non, c'est un grand journaliste français, style média, style un truc comme ça, qui a été arrêté et il a été interdit donc de participer. Ah, Gaspard, il y a 2 semaines. Et il a été interdit lui aussi de participer au manif et d'écrire des papiers sur les manifs. Ah oui, d'accord. C'est ça la démocratie des voix. C'est journaliste de combiné, c'est ça? Je crois qu'il est à média. Gaspard, l'essentiel. Je crois qu'il est média. Bon. Le média, oui. 01 40 33 9000. Walid, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Walid, c'est pas pour du hors-sujet vous, hein. Qu'est-ce qui se passe Walid? Non, justement, je voulais pas apporter un petit éclaircissement pour ce qu'il disait le monsieur juste avant là. Ouais. En fait, c'est que la semaine dernière, il y a un paquebot qui était censé accoster au Havre. Exact, oui. Pour charger des armes pour l'Arabie Saoudite. Oui, pour l'Arabie Saoudite. Il y a Amnesty International qui a manifesté. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu charger les armes, et apparemment, le bateau a dû aller en Espagne, et après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Exact. Et après, moi, pourquoi j'appelle, c'est plutôt pour l'Algérie, pour rapport à Gaël Salah. Ouais. On a échangé déjà au début des mouvements, Walid, si tu te rappelles, ouais, ça se fait. Comment? On avait échangé déjà au début, au début du mouvement populaire, si tu te rappelles. Oui, je me souviens, oui. Alors, Walid, on t'écoute. Moi, ce que je veux dire, après, moi, personnellement, Gaël Salah, voilà, je me méfie un peu. La question que je me pose, en fait, la première question que je me suis posée, quand j'ai commencé à voir tous ces emprisonnements, est-ce qu'il se débarrasse pas de certaines personnes qui pourraient demain se retourner contre lui? C'est la première question que je me suis posée. Ensuite, ce que je me dis, c'est que durant des années, les Algériens se plaignaient que voilà, il y avait de la corruption en Algérie, qu'il y avait des vols, que Saïd Bouteflika, que Rabra, que Louisa Hannoun, que toutes ces personnes volaient et ont corrompu l'Algérie. Aujourd'hui, voilà, ils sont pour une fois en Algérie, voilà, il y a des jugements, il y a des gens qui sont emprisonnés pour le mal qu'ils ont fait. Donc je vois pas pourquoi on devrait se plaindre en fait. Après peut-être que la technique utilisée n'est pas vraiment la bonne. Ça je sais pas, je suis pas là pour. Non, il utilise une technique qui est la justice. Hein. La justice, il appelle la justice. Il y a le tribunal. Tu sais, Walid, hier par exemple, au tribunal de Sidi Mohamed, il y a 60 personnalités qui se sont présentées devant le procureur. Et ils ont constaté que l'enquête de la gendarmerie de Bab Jdid et ce que révélait le procureur était complètement opposé. À 19h30, destitution du procureur de la République et ils ont nommé un nouveau procureur à Sidi Mohamed. Et le procureur segmenté. Parce qu'il n'a pas été. Parce qu'il y a des liens. Non, mais parce qu'il n'a pas été dans le bon sens. Non, mais vous avez des gens qui ont dilapidé. Vous savez que les contrats, que ça soit dans le BTP, dans tous les contrats, c'était Haddad et les frères Kouninef. C'est eux qui prenaient et qui après ils distribuaient à leurs hommes. Leur liberté leur a été refusée. Hein. Leur liberté en prison, c'est Excusez-moi, juste une seconde. Moi, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense pas que voilà, il a pas été dans leur sens, mais c'est plus au niveau de la corruption. Parce que moi, durant des années, quand je vais en Algérie, j'entends une histoire, si je peux vous la raconter. C'est en fait, il y a deux personnes qui ont volé. Il y a une personne qui a volé du blé. Et une autre personne qui a volé non, même pas, c'est une personne qui a volé une botte de foin et une autre personne qui a volé de l'argent. Celui qui a volé une botte de foin, il a pris 5 ans de prison, et celui qui a volé de l'argent, il s'en sort avec un rappel à la loi. Quand on demande au juge pourquoi celui qui a volé du foin, se retrouve avec 5 ans et celui qui a volé des millions, se retrouve avec rien du tout, le juge répond que, écoutez, moi je mange pas du foin. Pas mal. Ils sont trop forts. Donc, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand on a de l'argent en Algérie, on peut tuer, on peut voler, on peut faire du mal, on ne risque rien, mais une fois qu'on est pauvre, pour un petit acte, pour un petit délit qu'on peut commettre, c'est des peines super lourdes. C'est l'ancienne histoire française entre l'œuf et le bœuf. Ouais, c'est ça. Et toi, Walid, à titre personnel, pour sortir de cette crise dans laquelle on est aujourd'hui, comment tu vois, quelle est la sortie qui est souhaitable à ton sens? Moi, aujourd'hui, quand je vois Gaël Salah, comment il se comporte, je vais plutôt dans son sens, en fait.
Lui, voilà, on peut pas faire des élections le 4 juillet parce que c'est impossible. Il n'y a aucun leader, il n'y a rien du tout. Voilà, faut laisser le temps pour que une opposition ou plusieurs oppositions se mettent en place et qu'on puisse faire quelque chose de concret et avancer vers quelque chose de bien en fait. Tout à fait. Parce qu'on a eu l'exemple avec la Tunisie, on a eu l'exemple avec l'Égypte, on a l'exemple aujourd'hui avec le Soudan. C'est une catastrophe. Voilà, c'est catastrophique. Et ce que je veux pour l'Algérie, c'est que tout se passe bien et qu'on évolue dans le bon sens. Et tous ces pays-là, et que toutes ces personnes qui ont pu faire du mal, voler et faire des choses graves, bah voilà, qu'ils soient punis et qu'ils payent. Tout à fait. Qui rendent tout ce qu'ils ont pu prendre en fait. Absolument. Et pour rappeler juste, la Tunisie, elle est passée par une constituante au bout de 9 mois, 10 mois. Et aujourd'hui, on a un président de 94 ans et 2 anciens ministres de Ben Ali aujourd'hui au gouvernement tunisien. En Tunisie, en Égypte, on a un régime militaire autoritaire qui a des c'est pire que Moubarak là. Mais pire, voilà. Il a 11 mois de transition où on a eu un deuxième tour entre un frère musulman et un ancien de régime de Moubarak où il a remporté à 52% et coup d'État 1 an après. Et vous avez le Soudan aujourd'hui, le dernier exemple qu'on nous vantait à un moment. Ils sont partis, ils sont sortis de la Constitution et aujourd'hui il y a des morts au quotidien, il y a des séparatistes, il y a le chaos et au plus aujourd'hui l'autorité qui est l'armée n'a plus de légalité à être en vérité un terrain neutre. En vérité, et on est à 2 putsch. Hein. Il y a les militaires qui ont fait un putsch contre Omar al-Bashir. Ils ont subi aussi également un putsch. C'est-à-dire on va vers le chaos. Les gens qui veulent une période en dehors de la Constitution, ils veulent nous mener soit vers un statu quo, ou bien vers l'anarchie. C'est deux choses. Bon, merci Walid en tout cas pour votre appel. Allez-y, je veux continuer. Allez-y, dernière phrase. Ce que vous dites. Mais juste après, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est l'ingérence des pays. Alors justement, tu me brûles ma question qui suit là, mon Walid. J'allais parler d'ingérence. Merci Walid en tout cas pour ton appel. D'ingérence justement. Saraftolog bien sûr Walid. Mais l'ingérence, je me souviens que notre ami Louati par exemple nous alertait au travers d'une vidéo sur l'ingérence des Émiratis en Algérie. Tarek, franchement, soyons sérieux. Est-ce qu'il y a une possible ingérence des Émiratis ou d'autres pays en Algérie aujourd'hui? Oui. Et chaque fois. Au même titre qu'il y a eu dans d'autres pays, en avec Tunisie. Le Qatar. Le Qatar qui est le premier investisseur économique en ce moment. Hein. Tout à fait. Alors, en fait. Ça emmerde les Saoudiens d'ailleurs. Quand il y a une position trouble dans un pays, il y a des gens qui de l'extérieur pensent qu'ils ont le droit et qu'ils pensent mieux que les gens qui vivent dans leur propre pays. Et ils interviennent. Alors, sur la question des Émirats et du Qatar, c'est encore plus grave. C'est 2 pays qui n'ont aucune souveraineté, aucune population pour faire la guerre, qui n'ont aucun exemple de démocratie. Ils n'ont pas d'élection. Ils n'ont rien, et qui viennent dans des pays comme l'Algérie aujourd'hui, comme la Tunisie hier, et comme l'Égypte avant-hier, et comme la Syrie pendant les 50 guerres, donner des leçons de démocratie, et expliquer comment qu'il faut que ça marche. Et il se trouve aujourd'hui que celui qui a l'argent, Christophe, c'est lui qui a le pétrole, et c'est lui qui peut acheter des mercenaires, parce que tous ceux qui se battent au nom des Émirats en Yémen, ce sont des Américains, habillés donc avec des espèces de tenues militaires yéménites et qui appartiennent à la société Black Box ou je sais pas comment elle s'appelle, cette société américaine. Et donc aujourd'hui, en fait, quand vous avez de l'argent, vous pensez pouvoir venir intervenir sur les autres. J'ai adoré hier une phrase de Poutine. Poutine, il a dit: moi, je ne suis pas un sapeur-pompier et je veux ne pas aller régler les problèmes dans tous les pays du monde. J'irai dans les pays avec lesquels je travaille des accords, mais je suis pas pompier. Les Américains, ils ont des discours différents. Chaque fois qu'il y a un problème quelque part, qu'ils suscitent, des fois qu'ils créent, et ils disent voilà, maintenant qu'on a créé le problème, voilà la solution qu'on va y mettre. Et c'est normal que les Algériens, petit peuple, grand peuple, personne en prison, personne au pouvoir, ne doivent pas et n'ont pas le droit d'accepter les ingérences extérieures, surtout pas celles des Émirats. C'est qui les Émirats par rapport à l'histoire d'Algérie historique ou d'indépendance ou de l'Algérie? C'est quoi ces pays qui viennent expliquer aux Algériens comment il faut faire leur pays? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais quelle ingérence des Émirats? Moi, honnêtement, je défends pas les Émirats. Tu sais très bien ma position, Christophe, concernant ces pétromonarchies. Moi, je pense qu'ils ont été implantés afin de détruire tous les États-nations ou toute nation arabe qui veut se développer ou toute nation tout court. Toute nation, voilà, exactement. Mais toi, tu crois pas, toi, à l'ingérence émiratie? Moi, je sais pertinemment que les Émirats et l'Arabie Saoudite ont une guerre contre les frères musulmans. Là où il y a les frères musulmans, ils sont là, le Qatar qui finance la confrérie des frères musulmans, et vous avez les Émirats et l'Arabie Saoudite pour les combattre. Aujourd'hui en Algérie, on n'a pas ça. Même le courant un peu des frères musulmans algériens, c'est un courant un peu patriote de l'islam nationaliste. C'est même pas l'islam transnational. Dans quelques parties, je parle pas d'autres. On a différents courants au niveau des courants religieux.
Ah oui, c'est le fils. Non, ils sont même pas de parti. Oui. Mais bref, pour dire que les Émirats, pour le moment, je vois pas le jeu. Par contre, demain, s'il y a des élections libres, ça m'étonnerait pas que les Émirats injectent de l'argent. Voilà. Moi, c'est après. D'accord. Pour le moment. C'est après, d'accord. Là, pour le moment, l'ingérence, elle est des grandes puissances. Bon. L'ingérence, elle est de la France. Pause. La générance, voilà. Moi, c'est dans ce sens. Dans un instant, un petit point sur notre week-end de la générosité avec nos partenaires Muslim Hands sur la campagne de parrainage. Et on continue à parler avec vous au 01 40 33 9000. Et après, que fait-on maintenant? France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Nawel Zine, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum. Chaque mois de Ramadan connaît son nouveau lot d'anciennes questions qui reviennent. Est-ce que je peux me brosser les dents pendant la journée? J'ai un rendez-vous chez mon dentiste. Est-ce que y aller annule mon jeûne? Avant de répondre, ou plutôt avant de vous aider à répondre par vous-même à ces questions, faisons un petit voyage dans une cavité buccale. La bouche est constituée de 2 maxillaires, ou mâchoires, inférieures et supérieures, qui soutiennent normalement, chez une personne adulte, 32 dents. Sur chaque maxillaire, nous avons 4 incisives, 2 canines, 2 prémolaires et 3 molaires. Les incisives servent à couper la nourriture, les canines servent à la déchiqueter. Les prémolaires et les molaires servent, eux, à broyer les aliments. Dans une bouche, en plus des dents, on trouve la langue et une gencive qui recouvre l'os dans lequel sont implantées ces dents. Il est important de noter que les dents sont des organes vivants, au même titre que tous les organes vivants, comme les doigts d'une main par exemple, les yeux, le nez, etc. De ce fait, les dents possèdent des vascularisations, c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux sanguins qui irriguent ces dents et des terminaisons nerveuses qui sont responsables de leur sensibilité. Il faut savoir que la carie constitue la maladie bucco-dentaire la plus fréquente. Elle est même classée au 3e rang des fléaux mondiaux pour l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, avoir une carie n'est pas une fatalité. Il faut savoir se protéger. Mais d'abord, comment se forment les caries? Dans notre bouche vivent avec nous des bactéries qui, en temps normal, ne sont pas pathogènes. Lorsque l'on mange et que l'on ne se brosse pas les dents, ces bactéries vont transformer les restes d'aliments que nous laissons dans notre bouche en acides. Et ce sont ces acides qui vont attaquer et détruire la substance la plus dure du corps humain et qui se trouve à la surface des dents, l'émail. Pour lutter efficacement contre les caries, 3 conseils à garder en tête. Le premier, avoir une alimentation saine et équilibrée, manger de tout. Deuxièmement, effectuer un brossage 3 fois par jour après chaque repas. Et enfin, procéder à une consultation 1 à 2 fois par an chez son dentiste. Dans une prochaine chronique, nous essaierons ensemble de comprendre le brossage dentaire. Que la paix soit sur tous ceux qui la recherchent et l'appellent de leur vœu. Wallahu a'la wa a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum. C'était la chronique du docteur Nawel Zine du site santeramadan.fr, une chronique que vous pouvez réécouter sur le www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami et Sofiane Lakhdari. On va continuer dans un instant à parler de l'Algérie. Surtout moi, ce qui m'intéresse, au-delà de effectivement de pointer vos désaccords qui ont tous été pointés, ça on peut le voir. Mais faudra peut-être préciser les désaccords. Oui, on va les repréciser absolument. Voilà, encore, parce que moi je comprends pas moi. Pourquoi on fait le procès à Guetzala aujourd'hui? Non, mais voilà. Alors, la question, si désaccord il y a, comment quelqu'un qui lui-même appartient au système de la même qualité, avec les mêmes défauts, avec les mêmes qualités que tous les autres, tout d'un coup veut sortir du lot et expliquer à tous les autres que lui il a raison, tous les autres ont tort. Voilà. Et s'est positionné du bon côté de l'histoire. Vous connaissez le monde politique, Tarek, puisque personne ici au studio. Mais en plus, il s'est positionné du côté du peuple. Il aurait pu, Saïd Bouteflika, ne pas présenter déjà mais déjà, Saïd Bouteflika n'aurait même pas présenté son frère. On aurait eu. Et Gaïd Salah, on n'aurait pas dû soutenir le 5e mandat. Il n'a pas soutenu. Il l'a soutenu. Il est chef des armées, il était nommé, il défend la Constitution. Le peuple est venu, il l'a soutenu. Mais bref, après, non, mais Sofiane, soyez de bonne foi. Ne me dites pas que Gaïd Salah n'était pas pour le 5e. Il était pour le 5e mandat, comme tout le monde.
Le peuple a libéré l'armée. Après, il a tourné sa veste. Le peuple a libéré l'armée, a libéré la justice. Oui. Aujourd'hui, si des gens sont traduits devant la justice, ou Yahya ou un Sellet devant la justice, 3 mois avant le 22, il n'y avait pas. Oui. Le Hirak aujourd'hui, le mouvement populaire a libéré tout le monde. Oui, sauf et maintenant, sauf l'action maintenant il suffit. Si on commence à faire le procès de l'armée avant le 22. Non, pas l'armée. Moi, je parle de l'armée. Oui, voilà. Toi, tu parles de la personne. Moi, je parle de l'armée. L'institution militaire n'a rien fait. Moi, je parle de la. Alors, je vais vous rappeler l'histoire d'Algérie. Dans les années jusqu'à. C'est elle qui faisait. Non, mais c'est elle qui avait. Non, mais c'est elle qui faisait le président. Ouais. Et c'est elle qui avait le sucre, l'importation, l'exportation. Et après, ça a changé. C'était Abra qui avait l'huile et le. Non, mais attendez, excusez-moi. On va pas refaire l'histoire d'Algérie que vous connaissez très bien. C'est après la décennie noire que les généraux ont décidé qu'ils ne doivent plus apparaître en première phase, qu'ils gardent le sucre. Mais pour garder le sucre, on met Rabra pour gérer le sucre pour eux. Ça, c'est des débats, voilà. C'est des débats stériles qui vont nous sortir rien du tout. On peut discuter en dehors. Là, l'avenir de l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, on cherche des solutions. Moi, je parle pas des personnes. La solution aujourd'hui, la division en Algérie, soit on va vers des élections, reporté ou pas. L'essentiel sur le principe, avec une commission indépendante qui sera en dehors le gouvernement de Bedouin. Non, mais la Tunisie l'a créé, ça s'appelle l'USI. C'est des gens qui ne rendent compte ni au ministère, ni au ministère de l'Intérieur. Très bien. On apprend des choses qui ont réussi. Oui, non, mais voilà. Donc ça s'appelle l'USI en Tunisie, avec les qualités de. Je pense pas que les Algériens vont reprendre le nom, mais. Non, mais ils peuvent reprendre. C'est quoi? C'est le IAI. Ils vont mettre un A à la place d'un S pour faire Algérie. On quitte 2 secondes. Les deux parlent beaucoup. On quitte 2 secondes l'Algérie parce que nous sommes en plein week-end de la solidarité avec nos partenaires de la générosité avec Muslim Hands, avec Abed, sous-directeur de Muslim Hands. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Christophe, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, Abed. Alors, on a lancé depuis tout à l'heure donc cette campagne de parrainage et je vous ai fixé tout à l'heure devant vous cet objectif de 250 parrainages d'ici 2 dimanches soirs. Alors c'est très simple, vous nous rejoignez peut-être, vous me dites qu'est-ce que c'est un parrainage? Eh bien c'est de pouvoir nourrir, de pouvoir prendre en charge en totalité, c'est-à-dire nourrir, habiller, soigner, scolariser un enfant pour la modique somme de 39 €, soit 1,30 € par jour. Ça correspond au café qu'on ne peut plus boire en ce moment, vous voyez? Voilà. Donc exactement ça. C'est disons que c'est un sponsoring, c'est soutenir un orphelin via donc un budget. Chacun jugera la valeur de ce budget-là. On l'a dit, 1,30 € par jour, effectivement, pour accompagner l'enfant dans son épanouissement, mais avec juste quelques basiques. Les basiques sont donc la nutrition, comme vous l'avez dit, les vêtements, les soins, mais surtout l'éducation aussi. L'éducation qui est le fer de lance de ce programme. Et on rappelle que c'est la possibilité donc de parrainer un enfant pour la modique somme de 39 € dans 12 pays. Alors pour ce faire, un seul numéro de téléphone. Alors ça n'a pas beaucoup monté depuis tout à l'heure. On était à 25 parrainages. Disons que c'est parti très fort avec 25 pour la première journée, qui est un score très beau, déjà très noble. Et se sont ajoutés cette dernière heure 2 parrainages. Qui portent le total à 27. On est à 27. Bon, on peut largement mieux faire évidemment. Je suis sûr que d'ici ce soir, il y en aura d'autres. On pourra demander tout à l'heure justement à notre ami Bajrafil qui nous explique que j'ai bien fait parce qu'ils sont nombreux de parrainer un enfant. Mais j'ai pas envie qu'on aille trop sur ce terrain-là parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser la religion pour sensibiliser les gens quand ils concerne des enfants. Enfin, moi c'est mon avis. Après, c'est un sujet universel qui touche n'importe quel homme. Pas besoin de religion pour parler des enfants. Je veux dire, qui n'est pas sensible à ce qui se passe dans l'humanité et quand cela concerne des enfants. J'ai peut-être une idée à rajouter, cher Christophe. Pour ceux qui fument, laissez-nous tranquille. Non, mais justement, pour ceux qui fument, ils pourraient diminuer d'1 cigarette par jour. Et je suppose qu'aujourd'hui la cigarette elle coûte 1 € puisque le paquet de cigarettes en gros est à 10 € pour faire simple. Donc si on fumait. Ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté de club, moi. Ça coûte combien ça coûte? Non, on est à 8,20 €, heureusement. C'est vrai qu'il y a longtemps 8,20 € les 20 cigarettes. Voilà, les 20 cigarettes. Quand vous divisez, donc ça fait en tout cas en diminuant 1 ou 2 cigarettes, on peut donner. C'est symbolique, c'est comme vous dites, cher Christophe, un café. En fait, ce qu'il faut voir, est-ce qu'aujourd'hui, quand nous on rentre dans notre salle de bain et qu'on ouvre pour prendre une douche et qu'on regarde les quantités d'eau partir sans les compter, est-ce qu'on peut se dire à un certain moment, prendre conscience, dire bon, sur cette quantité d'eau, je prendrai ma douche, je serai aussi propre, mais est-ce que je peux pas mettre 1 € par jour pour un gamin? Alors le numéro de téléphone, Abed. Juste pour rebondir très court, après je donnerai le numéro de téléphone pour pas saturer l'antenne. Juste, c'est très vrai ce que disait Monsieur Mamie. Et en fait, au-delà des fumeurs, on a tous, tout un chacun dans notre quotidien, des choses
qui participent parfois de notre confort ou même parfois de la futilité, qu'on pourrait, si on réfléchissait bien, réinvestir tellement à meilleur escient pour les orphelins et à petite dose, qui changerait pas beaucoup nos quotidiens à tout un chacun. Il y a un truc par jour, 39 € par mois. Il y a quelque chose qui se passe très bien dans certaines villes de France, c'est le fameux le café payé. Vous avez donc beaucoup de bars, beaucoup de cafés, où la personne rentre, elle paye 2 cafés, elle boit son café et elle dit ce deuxième café pour une personne qui va venir et qui n'a pas les moyens de payer. C'est exactement dans la même logique de l'entraide et de la solidarité. Bon, le numéro de téléphone, Abed. Alors le numéro de téléphone 01 49 48 05 05 01 49 48 05 05 et sur Marseille 04 91 112 112 04 91 112 112. Nos équipes sont là toute la journée de 10h à 23h pour vous répondre et accueillir le public qui souhaite interagir avec nous et se renseigner. Vous avez quand même oublié le site internet quand même, quasi l'essentiel. Le site internet très important pour parrainer directement sur internet effectivement ou se renseigner aussi sur muslimhands.fr rubrique parrainage des orphelins. Et compte à faire, on rappelle que vous avez demain soir un dîner, que le dîner coûte 30 €, et que la personne, au lieu de, comme c'est samedi soir, au lieu de dîner chez elle, si c'est un couple, c'est que 60, et si c'est 3 personnes, c'est 90 €. Ça leur permet à la fois de sortir de chez eux, de payer un tarif normal et de dîner, parce que vous donnez à manger contre les 30 €, et c'est une donation directe. Alors on va juste rappeler l'heure et l'adresse du repas de demain soir. Exactement. Alors, je reprends ma petite fiche parce que je connais pas l'adresse par cœur. Ah, c'est pas à la Canébière, hein? Non, ça se trouve au Blanc-Ménil. Oui. Donc ça se passera au Blanc-Ménil. Je trouve plus ma fiche. Ah ben je vais vous la trouver, moi. Rappelez le numéro de téléphone et je vais vous la trouver votre fiche, moi. 01 49 48 05 05. Voilà, au 13 avenue des entrepreneurs, Villiers-le-Bel dans 93, et tout l'argent sera reversé au profit. Ah bah c'est pas au Blanc-Ménil, alors vous avez dit Blanc-Ménil depuis tout à l'heure, alors que c'est à Villiers-le-Bel. Exactement. Bon, bah c'est pas grave. Allez. Bon, tapez Muslim Hands, dîner caritatif, vous allez avoir toutes ces informations et on vous aura plus tard, comme c'est programmé pendant tout le week-end. Merci à vous en tout cas, bonne soirée à Saratoga, à tout à l'heure, 19h30 avec Parler Islam avec l'ami Bajrafil. 01 40 33 9000, on a un auditeur qui nous attend depuis tout à l'heure, j'espère qu'il est encore là. Bonsoir monsieur. Qu'il nous excuse. Hein. Bonsoir. Oui. Bonsoir cher monsieur, votre prénom pardon. Abdelkader. Abdelkader, vous nous appelez de l'Essonne, vous avez l'air très très calme et très observateur, on vous écoute. Oui, j'observe et j'écoute depuis un petit moment. Vous avez bien raison. Ce que disaient vos protagonistes lors du débat. Venez remettre de l'ordre. Au niveau de l'histoire, l'histoire de l'Algérie, c'est vrai, effectivement, c'est une histoire militaire parce que depuis les Berbères, ça a toujours été un peuple guerrier. L'indépendance est obtenue par des militaires. Et je pense que si le pouvoir le pouvoir algérien est un pouvoir militaire, c'est tout à fait normal. Enfin, chaque pays a sa conception de la démocratie, sa manière de vivre en société. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ces derniers temps, en Algérie, il y a un phénomène qui est un peu visible aussi à travers 3 autres pays, comme le Venezuela, le Soudan, et même auparavant ce qui s'est passé en Syrie, c'est que ces pays-là, on s'attaque tous à leur armée. On essaie de les démembrer. Je ne sais pas si vous avez pu constater ça. Oui, on vous suit. Et donc, s'ils essaient de les démembrer, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça dérange des puissances, on va dire transnationales, qui ont un but, en fait, de vouloir s'accaparer les richesses, de pouvoir créer le chaos. Alors, en fait, c'est la continuité des printemps arabes, sauf que là, on n'a pas pu appliquer le logiciel des printemps arabes à ces pays-là. Donc on va essayer de s'attaquer à l'armée parce que c'est l'armée qui est vraiment le problème. Et notamment pour l'Algérie, on a essayé avec les puissances d'argent, avec des oligarques algériens comme ceux que vous avez cités tout à l'heure, les Bouchouareb, Haddad, les Kouninef surtout, les Haddad. Ouais, Kouninef, Haddad, Rebrab aussi, qui fait partie aussi il est en prison. Du Rotary Club. Je vais pas aller plus loin, mais bon. Et si vous avez remarqué Abdelkader, on a certaines informations d'un journaliste français dernièrement, ça a été révélé par un journaliste, le grand manipulateur, il s'appelle Marc-Edouin Veldt. C'est les réseaux secrets de Macron, où il parle d'un financement de campagne électorale de Macron par Haddad et Rebrab. Il aurait reçu une belle somme d'argent quand même, hein. On ferme la parenthèse. Ouais, voilà, pour ses campagnes, parce qu'il était à court d'argent, donc oui.
il a bénéficié de ça, c'est un journaliste. Mais bon, ça a toujours existé, toutes les campagnes, hein, les Sarkozy, tout cela sont toujours passés par Alger pour se remplir les poches. Ça, c'est pas, c'est un secret polichinelle, comme on dit, Oui, voilà. Et je pense que, en fait, là, ce qui s'est passé, parce que bon, dans l'armée, je pense qu'il y a des gens qui sont, on va pas dire intègres à 100%, mais qui ont une conception de la nation, de faire perdurer le non-alignement, parce que l'Algérie a été aussi la capitale des pays non-alignés. Donc surtout par rapport à la question palestinienne, parce qu'il faut aller bien profond dans tous ces sujets-là. L'Algérie est aussi les militaires algériens ont un accord stratégique avec la Russie. Donc on voit bien aussi que pourquoi on s'attaque à son armée, parce que l'armée algérienne pose un problème. Il faut aussi voir les problèmes de Tinguenturin, ce qui s'est passé, les assauts, etc. Donc je pense qu'il y a des puissances qui veulent essayer par tous les moyens de mettre l'armée algérienne au pas, comme en Égypte, et qu'elle soit plus ou moins bénéficiaire de subventions et qu'elle soit soumise. Très bien. Et surtout Abdelkader, pour aller dans son sens. Est-ce que vous partagez d'abord, messieurs Sofiane et Tarek? Est-ce qu'il est toujours là, Abdelkader? Oui, il est toujours là, mais il faut qu'on avance là. Non, mais juste, c'est très intéressant ce qu'il est en train de dire, et surtout la guerre qui est en train d'être menée au Sahel. Savoir que l'armée algérienne... Il y a plusieurs puissances qui sont en train de s'opposer au Sahel et en Afrique du Nord, parce que chacun va avoir sa part du gâteau. Voilà. C'est tout à fait normal. Hein. Bon, c'est-à-dire on peut pas analyser la situation en Algérie en dehors du contexte régional et un contexte international. Ce que vous êtes en train de dire. Et aujourd'hui, la solution militaire, là, c'est une solution facile à faire et très simple. Il suffit qu'il y ait un bon dialogue et qu'on puisse élire démocratiquement et appliquer l'article 7 et l'article 8. C'est-à-dire le peuple qui est souverain. Sortir l'armée algérienne de cette politique exprès. Tout à fait. C'est comme au Venezuela, c'est comme au Soudan. On essaye par tous les moyens. Et rappelez-vous, ces puissances-là d'argent, mondialistes, essayent c'est comme en Syrie, c'est-à-dire petit à petit menées par leurs ramifications, parce qu'elles ont des ramifications. C'est pour ça que le pouvoir algérien n'a pas vraiment, les militaires, d'emprise sur ces puissances d'argent. C'est que en fait ils peuvent avoir, comme vous m'avez dit par le biais des Émirats Arabes Unis, des Daesh, créer vraiment des parasites comme ils ont fait en Syrie pour détruire l'armée syrienne. Moi je pense que soit hier c'était Daesh, aujourd'hui ça va être autre chose. En Algérie, ils essaient d'utiliser les séparatistes. Ce genre de combat-là. Alors c'est vrai, Abdelkader, merci beaucoup parce qu'on faut qu'on avance. Alors il y a une chose très intéressante, peut-être qu'on va terminer là-dessus, et on voit que ça ne marche pas. On utilise le séparatisme, un problème qui a été présent quand même pendant de nombreuses années entre arabes et berbères. Tarek, ça ne marche plus cette carte. Et pourtant, on tente de la réutiliser. Hein. Ça ne marche pas. J'allais dire, je suis même tenté de dire... Ça a eu marché un peu. Non, je suis justement tenté de dire ça n'a jamais marché, puisque ceux qui ont participé à la guerre de libération nationale étaient, je dirais pas majoritairement, mais que les Kabyles, parce qu'en fait, quand on dit berbère, c'est pour escamoter le mot Kabyle. Les Kabyles ont été à la pointe, comme d'autres citoyens algériens, de la guerre de révolution nationale. Et dans la reconstruction de l'Algérie. Après, quand on y va, on va trouver que beaucoup de ministres de l'économie ont été des ministres de l'Intérieur, des premiers ministres qui viennent de là. Les deux corrompus du moment, Rabrab et Haddad, les deux sont kabyles. Oui, c'est pour ça que je dis le premier ministre, voilà. C'est des Saïd, du JTT, voilà, il y en a pas mal. Et je rajoute même... Sans parler du clan de Oujda avec les 13 ministres. Ceux qui ont forcé à l'arabisation de la langue arabe que d'autres utilisent pour la séparatisme ont été des ministres d'éducation nationale kabyles. Donc, en fait, c'est un faux problème. Les gens, comme dit Saddam, excusez-moi pour la comparaison, agissent par intérêt de groupe et de classe sociale et d'affinité que d'origine. Est-ce qu'il est kabyle, est-ce qu'il est chaoui, est-ce qu'il est truc, parce que quand il s'agit, comme disait l'autre, de voler, les gens volent ensemble. C'est quand il faut se battre pour les pays que c'est plus difficile.
Moi, je suis pas aussi catégorique que Tarek. Le séparatisme sur des bases ethniques, il aurait été possible. Il suffit, la fitna, c'est très facile, Christophe. Il suffit de ramener quelqu'un avec un drapeau berbère, qui vraiment symbolise la culture berbère. Hein. C'est pas un drapeau séparatiste comme celui du MAC. Il suffit de le décapiter dans une région de l'Ouest algérien en l'insultant, et vous avez la fitna dans toute l'Algérie. Et c'est très facile. On sait pertinemment que ce plan était bien établi, était bien orchestré. Il y a de l'argent sale qui a financé. Les différentes enquêtes vont révéler énormément de choses, et Toufir n'est pas encore en dehors de ça. Moi, je pense que le démembrement de l'Algérie était en cours, et parmi les étapes qu'aurait dû franchir le 5e mandat, avec l'anéantissement complet du patriotisme algérien, qui aurait pu donner sa vie pour défendre un gouvernement de Ouihia ou de Sellel. Personne. Et cette étape était une étape. Et aujourd'hui, le peuple algérien a déjoué, il continue à déjouer. Il faut être très vigilant, et il faut pas parler que des Kabyles, parce que moi j'ai découvert en même temps, j'ai vu un drapeau des gens de Ouled Neil, de Julfa, qui était un rouge et noir. Ou bien on m'a sorti un autre drapeau où il y avait le slogan berbère avec un drapeau jaune et noir. C'est le drapeau des Chaouis. C'est pas que Kabyle. Après on va nous sortir, comme on a vu l'épisode de Ghardaya avec Ibn Mzab, on nous a dit les berbères et les arabes, les Chamba. On va nous sortir dans l'Oranie aussi certaines tribus. C'est-à-dire la division de l'Algérie était en cours, et le 5e mandat, en vérité, les traîtres qui étaient derrière le 5e mandat voulaient démembrer l'Algérie par la suite. Et l'armée est là. Pour finir, Tarek Sofiane. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que ces gens-là ne voulaient pas démembrer l'Algérie, mais voulaient accéder au pouvoir. Et c'est lui qui accède au pouvoir. Tout d'un coup, là, l'armée, elle te dit, les pouvoirs, c'est des élections. Ramenez votre candidat et élisez-le. Tout à fait. Voilà. Et même les autres, c'est pas pour démembrer, c'est reprendre le pouvoir, et c'est lui qui prend le pouvoir. Bien sûr. Ben, tout d'un coup, il dit tout ça Tarek est à moi. Et parce que l'Algérie refuse de rentrer dans comme a parlé Abdelkader, c'est ça, de l'Essonne, où il parlait du Grand Deal. Les pays qui s'opposent au Grand Deal, elles se comptent sur le bout des doigts. Tout le monde est en train de s'aligner. Question. On a dit tout sur Gued Salah depuis tout à l'heure. Mais Gued Salah, aujourd'hui, s'il doit peut-être par un épisode, c'est-à-dire éphémère, assurer une certaine transition dans le calme, sans qu'il n'y ait aucune goutte de sang, comme ce fut le cas depuis le début. Est-ce qu'on continue avec lui, Sarek, quitte à faire le ménage après? Mais pour l'instant, c'est lui l'homme de la situation. Alors, le problème que nous avons, et c'est très bien question, comme dit l'autre, comme dit Georges Marcy, je vous remercie de l'avoir posé, cher Christophe, c'est qu'aujourd'hui, qui doit répondre à cette question si ce n'est le peuple algérien? Ben, il répond aujourd'hui par les slogans, justement, qui sont favorables envers l'armée. Il y en a, alors, de plus en plus. Voilà. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Non, mais de plus en plus, Tarek. Non, mais attendez. L'essentiel pour moi, vous connaissez, cher Christophe et cher Sofiane, ma phrase pendant toute la guerre de Syrie. Et à la fin, c'est un Syrien qui meurt. Ouais, mais là, il n'y a pas d'Algérien qui meurt, là, tout va bien. Excuse-moi, justement. Et aujourd'hui, je voudrais dire, et à la fin, il ne faut pas qu'il y ait un seul Algérien qui meurt. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, je vais faire un comparatif, mais toute proportion gardée, hein. Oui. On est en train de demander, il faut revenir un peu en arrière, Christophe, je suis désolé. Avant le 22 février, les gens scandaient, pas de Bouteflika, pas de 5e mandat. Pas de 5e mandat. C'est vrai. Les gens nous disent... Merci d'écouter France Maghreb 2. Alors, on est un petit peu en retard, il est 18h, mais j'aimerais juste qu'on termine cette émission par chacun d'entre vous nous apporter, en guise de conclusion, vos solutions pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai, si je ne m'abuse. Ça fait à peu près 3 mois que l'on parle de l'Algérie et de ce que vit l'Algérie. Aujourd'hui, tout se passe bien, alhamdoulilah, comme on l'a dit tout à l'heure, sans aucune goutte de sang. Et à la fin, il faut pas qu'il y ait un seul Algérien qui meurt. Et évidemment, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, mon cher Tarek, quelle est votre solution là, à court et long terme, moi, pour sortir de là? Pour que chacun reprenne sa place. Je suis un garçon têtu. Oui, ça oui, on l'a remarqué, Tarek. Si vous permettez. Ouais, oui. Non, mais c'est pour ça que je préfère le dire moi-même. J'ai toujours été pour la tenue des élections dans le cadre de la Constitution et dans les délais de la Constitution. Et je dis pourquoi il faut faire une Constitution, c'est pour ne pas sortir du cadre. Mais ma proposition complémentaire, c'est que immédiatement après l'élection d'un président, pour qu'il y ait une légitimité de corps existant, la société civile doit faire une telle pression sur le président de la République pour qu'il y a plus on considère qu'il n'y a plus d'assemblée nationale et qu'on élise cette fois une constituante, parce que cette constituante sera formée en grande partie de la société civile qui écrira la République qu'elle souhaite avoir. Forte, pas forte, parlementaire. Pourquoi je fais ça? Parce que si vous n'avez aucune légitimité, comme ça s'est passé en Tunisie ou en Égypte, et qu'on balance la constituante, les mecs, excusez-moi, j'ai utilisé le mot exprès, n'ont aucun contrôle, n'ont pas de conseil constitutionnel,
n'ont pas de chef. Aucun compte Ils à rendre. font ce qu'ils veulent. Alors que si vous avez une élection d'un président, lui, il a la légitimité. Donc, il fait travailler les autres. Et j'allais dire, s'il n'est pas d'accord avec eux, il peut s'adresser au peuple pour dire, on a élu des gens pour nous écrire une constitution et il nous donne un truc de royal, lui, son fils et machin. Sauf Voilà que ma l'élection vision. ne risque de pas avoir lieu au mois de juillet, mais peut-être plus vers la fin de l'année. Moi, la solution. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a pas d'importance. D'accord, non, L'importance, d'accord, je précise. c'est une élection pour asseoir un pouvoir légitime. Ça, nouveau vous êtes de tous les deux président. d'accord. Une Apparemment, oui. Oui, vous êtes tous les deux d'accord. Moi, Une tout à élection. fait. Une élection, moi, reporter le 4 juillet, vers 3 mois, je pense le c'est ce 31 qui semble apparaître. Voilà. Et en même temps, pour avoir des élections libres et sans fraude et propres, il faut comment on appelle l'oujna, une commission indépendante. Il faut pas que les élections se passent par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Comme c'est les cas dans le monde dégager arabe. tous les walis, tout le ministère de l'Intérieur, que ce soit Bedoui ou un Non, autre. mais parce qu'en France, on fait le ministère de l'Intérieur, mais on a une tradition que le ministère de l'Intérieur joue aux neutralité un peu, quoi, en quelque sorte. Mais dans les pays arabes, il faut que ce soit des gens qui n'en rendent pas compte. Tout à fait. Bah, le piège, Christophe, c'est le vide constitutionnel qui va mener le pays vers le chaos et la désobéissance civique, comme on est en train de le voir aujourd'hui au Soudan. Pour le moment. Mais certains appellent à ce vide constitutionnel. Ils veulent sortir de la Constitution, faire attention à ces gens-là. C'est pour ça que, avec ses qualités et ses défauts, Gued Salah est aussi là pour assurer une certaine continuité et une certaine stabilité. Je continuerai à dire, c'est l'armée. Alors c'est autre chose. L'armée, il y a une différence. Parce que le chef d'état-major, c'est Gued Salah, on est d'accord. Voilà, il y a une différence entre une armée. Moi, je rêve. Et j'en termine là. Jamais de régime militaire en Algérie, ça c'est une évidence. Personne n'appelle. Moi qui défends l'armée, jamais un président militaire. Moi je rêve que l'armée algérienne se comporte comme l'armée portugaise en 1974 avec la révolution des œillets. C'est-à-dire qu'il faut la révolution au nom du peuple, mais il donne le pouvoir au peuple et il rentre dans la caserne. Voilà. Gaël Salah rentrera dans l'histoire en faisant cela. Voilà mon rêve. Très bien. Merci messieurs. On vous a mis d'accord, ou presque en tout cas, pour conclure cette émission. Merci à tous les deux. On sera d'accord quand on parlera d'Iran. Et de Syrie la semaine prochaine. De Liban aussi. Et du Hezbollah. Et de Israël. Et de Trump. Merci à tous. Bonne soirée. Dans un instant, le grand jeu du Ramadan à suivre. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.